c'est la Bérésina. En France, nous utilisons cette expression tous les jours. Pour nous, elle signifie le chaos total, la déroute, l'échec absolu, une catastrophe sans issue. Mais c'est un mensonge. Ce que l'histoire a retenu comme un synonyme de désastre est en réalité l'un des exploits militaires les plus miraculeux de tous les temps. C'est l'histoire d'une résurrection impossible. Novembre 1812. Imaginez l'enfer sur terre. Sauf que cet enfer n'est pas fait de flammes, mais de glace. Le thermomètre affiche moins 30 degrés. Le vent coupe les visages comme des lames de rasoir. Ce qui était autrefois la plus glorieuse armée du monde, la grande armée de Napoléon, n'est plus qu'une colonne spectrale d'hommes affamés, en haillons, marchant mécaniquement vers l'ouest pour ne pas mourir. Et ils sont pris au piège, devant eux, la Bérésina, un fleuve large, noir, charriant d'énormes blocs de glace qui broieraient n'importe quelle embarcation. Les ponts ont été détruits. Derrière eux et sur leurs flancs, 3 armées russes immenses, 120 000 hommes, bien nourris, bien équipés, ivres de vengeance, qui referment leurs mâchoires d'acier sur les survivants français. La situation est mathématiquement désespérée. À Saint-Pétersbourg, à Londres, à Berlin, les rois et les tsars exultent déjà. Ils le tiennent. L'ogre corse est fini. L'empereur va être capturé, et avec lui, l'aigle impérial sera brisé. Il n'y a aucune issue logique, aucune échappatoire possible. C'est la fin de la France, en tant que puissance dominante. Pourtant, quelques jours plus tard, le monde entier sera sous le choc, car les Russes ont commis une erreur fatale. Ils ont oublié qui ils avaient en face d'eux. Ils ont oublié que même blessé, même mourant, le lion français reste le prédateur le plus dangereux d'Europe. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est pas le récit d'une fuite honteuse. C'est la chronique d'une ruse de guerre magistrale, d'une fureur combattante qui a défié la mort, et surtout, du sacrifice ultime d'une poignée d'hommes. Des titans anonymes qui se sont jetés dans l'eau glacée pour bâtir, avec leur propre chair, le chemin du salut. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Voici la véritable histoire de la Bérésina. Voici comment l'héritage de fer a été forgé dans la glace et le sang. Pour comprendre l'ampleur du miracle qui va se produire, il faut d'abord regarder la carte. Ce n'est pas simplement une position défavorable, c'est une sentence de mort écrite à l'encre noire sur la neige blanche. Nous sommes le 21 novembre. La grande armée arrive à Borisov, une petite ville qui détient la clé de leur survie, le seul pont capable de faire traverser le fleuve. Les soldats, épuisés, avancent avec l'espoir fou que ce pont est encore debout, que le passage est sécurisé. Mais l'espoir s'effondre. L'amiral russe, Tchitchagov, qui commande l'armée du Sud, a pris la ville. Il a brûlé le pont. Il s'est installé sur la rive opposée, celle de l'Ouest, celle de la Liberté. La porte est fermée à double tour. La situation stratégique est terrifiante. Napoléon se trouve sur la rive Est. Devant lui, le fleuve infranchissable et l'armée de Tchitchagov, forte de 34 000 hommes et équipée de dizaines de canons braqués sur les rives. Au nord, le général Wittgenstein descend à marche forcée avec 30 000 hommes pour écraser le flanc droit des Français. Et derrière, le vieux renard Koutouzov, avec le gros de l'armée russe, plus de 50 000 soldats, ferme la marche, poussant les traînards français vers le fleuve comme on pousse du bétail vers l'abattoir. C'est un étau à 3 têtes. Napoléon est au centre, encerclé. L'atmosphère dans les rangs français dépasse l'imagination. Il ne faut pas visualiser une armée en ordre de bataille. C'est une marée humaine de spectres. Des hommes enveloppés dans des tapis,
des peaux de bêtes, des vêtements de femmes volés à Moscou, tout ce qui peut protéger du froid mortel. Ils n'ont rien mangé de consistant depuis des semaines. Ils se nourrissent de chevaux morts, parfois même crus, car le bois manque pour faire du feu. Les armes tombent des mains engourdies. Les régiments qui faisaient trembler l'Europe ne sont plus que des bataillons squelettiques. La discipline se désagrège. Pourtant, au milieu de ce chaos, un cœur bat encore, le cœur de l'Empire. La garde impériale est là. Eux ne paniquent pas. Ils marchent en carré autour de l'empereur. Ils sont maigres, ils sont gelés, mais leurs yeux brillent encore de cette flamme fanatique. Ils mourront, ils le savent, mais ils mourront debout. Et au centre de ce carré, il y a l'homme, Napoléon. Il ne dit rien. Il marche, un bâton à la main. Il voit l'étau se resserrer. Il sait que l'Europe entière guette sa reddition. Ces maréchaux, des braves parmi les braves, commencent à murmurer le mot interdit, capitulation. Murat, le roi de Naples, le cavalier le plus intrépide du monde, est lui-même abattu. Mais Napoléon, lui, calcule. Son cerveau ne gèle pas. Il analyse le terrain, les forces, les distances. Il sait une chose que les Russes ignorent. La guerre n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de psychologie. C'est à ce moment précis, alors que tout semble perdu, que l'empereur prend une décision qui va glacer le sang de ses propres officiers. Il ordonne de brûler les aigles impériales, ces emblèmes sacrés, en bronze doré, perchés au sommet des hampes des drapeaux tricolores. Chaque régiment a le sien. C'est l'âme du régiment. Perdre son aigle est un déshonneur pire que la mort. Napoléon sait qu'il risque d'être submergé. Il refuse que ces symboles de la gloire française finissent comme trophées dans les cathédrales de Saint-Pétersbourg. Alors, on dresse un bûcher. Et dans un silence de cathédrale, troublé seulement par le crépitement des flammes et le vent glacial, les vieux grognards voient leurs symboles fondre et les drapeaux de soie, témoins d'Austerlitz, de Iéna, de Wagram, se transformer en cendres. C'est un moment de deuil absolu. Beaucoup pleurent. Pour eux, c'est la fin du monde. Ils pensent que l'empereur a accepté la défaite. Ils ont tort. Napoléon ne brûle pas ses drapeaux pour se rendre. Il les brûle pour alléger ses bagages avant le combat de sa vie. Il se prépare à l'impossible. Il se prépare à jouer la partie de poker la plus risquée de l'histoire militaire. Il faut trouver un passage, n'importe lequel. Les éclaireurs partent dans toutes les directions, sondant la glace, cherchant un gué. Le temps presse. Chaque heure qui passe rapproche les armées de Wittgenstein et de Kutuzov. Si le passage n'est pas trouvé dans les 24 heures, l'armée sera écrasée contre la rive. Et soudain, une lueur dans la nuit. Le général Corbineau, commandant une brigade de cavalerie légère, arrive au rapport. Il a trouvé quelque chose. À environ 15 kilomètres au nord de Borisov, près d'un hameau misérable nommé Studianka, il y a un gué. Les paysans locaux disent que l'eau y est moins profonde. C'est un endroit maudit, marécageux, difficile d'accès, bordé de forêts denses. C'est le pire endroit pour faire traverser une armée, avec ses milliers de chariots et de canons. Mais c'est le seul. Napoléon regarde la carte. Studianka, c'est là que ça se jouera. Mais il y a un problème majeur, un problème mortel. Si l'armée française se dirige vers le nord, vers Studianka, l'amiral Tchitchagov, qui observe depuis l'autre rive, verra le mouvement. Il n'aura qu'à faire marcher ses troupes parallèlement sur la rive ouest et attendre les Français à la sortie du gué avec ses canons. Ce serait un massacre. Les Français seraient cueillis comme des fruits mûrs à la sortie de l'eau. Pour réussir, Napoléon ne doit pas seulement traverser, il doit devenir invisible, ou mieux encore,
Il doit faire voir à l'ennemi ce qu'il a envie de voir. L'empereur conçoit alors une manœuvre de diversion digne des plus grands illusionnistes. Il doit persuader l'amiral russe que la traversée aura lieu au sud, en dessous de Borisov, et non au nord, à Studianka. Il doit faire croire à Tchitchagov que les Français fuient vers l'Autriche. La machination se met en place. C'est du théâtre à grande échelle, joué avec la vie de 60 000 hommes en guise de mise. Le 24 novembre, Napoléon ordonne à une division de cuirassiers de faire le plus de bruit possible en se dirigeant vers le sud. Ils doivent soulever la neige, montrer leurs casques brillants. On envoie des détachements de sapeurs, ostensiblement, pour faire semblant de construire un pont à Ukoloda, loin au sud de la véritable cible. Ils abattent des arbres, ils martèlent le bois, ils allument d'immenses feux de camp visibles à des kilomètres à la ronde. L'objectif est simple, saturer les sens de l'ennemi, lui donner des preuves visuelles et sonores. On va même jusqu'à demander à des paysans locaux d'aller dire aux Russes que les Français arrivent par le sud. Tout est calculé. Et de l'autre côté du fleuve, l'amiral Tchitchagov mord à l'hameçon. Il observe ses mouvements. Il voit les feux au sud, il entend le bruit. Sa logique militaire lui dit « C'est évident. Napoléon veut rejoindre ses alliés autrichiens au sud. Il ne tenterait jamais de passer au nord. Dans les marais de Studianka, cela n'a aucun sens. L'arrogance est le pire ennemi du général. Tchitchagov est persuadé d'avoir deviné les intentions de Napoléon. Il donne l'ordre fatal. Il rassemble toute son armée, quitte sa position face à Borisov et face au nord, et descend vers le sud pour intercepter ce qu'il croit être le gros de l'armée française. C'est un moment suspendu dans le temps. Imaginez la scène. Sur la rive ouest, 30 000 Russes descendent vers le sud. Sur la rive est, cachée par les forêts et la nuit tombante, la grande armée remonte vers le nord, vers Studianka, dans un silence de mort. Napoléon a donné des ordres stricts, silence absolu, pas de musique, pas de chant. On étouffe le bruit des roues des canons avec de la paille. Les chevaux hennissent à peine, gelés, eux aussi. C'est une armée fantôme qui glisse le long du fleuve, priant pour que la ruse fonctionne. Si Tchitchagov se retourne, s'il envoie un seul éclaireur vers le nord, tout est fini. Le soir du 25 novembre, l'avant-garde française arrive à Studianka. Napoléon est là. Il scrute l'obscurité de la rive opposée. Qu'y a-t-il en face? Est-ce que la rive est vide? Ou est-ce que les canons russes les attendent, camouflés dans les bois? L'angoisse est palpable. Le sort de l'Europe dépend de ce qui se cache dans cette obscurité. Le général Corbineau traverse le premier avec quelques cavaliers polonais, bravant le courant glacé. L'eau monte jusqu'au poitrail des chevaux. La glace brise les jarrets des bêtes. Ils atteignent l'autre rive. Ils s'attendent à la mitraille. Rien. Le silence. Seulement le bruit du vent dans les bouleaux. Un petit détachement russe était là, commandé par le général Chaplitz, mais voyant les mouvements au sud et recevant les ordres de l'amiral, ils ont dégarni la position. Ils ont laissé la porte entr'ouverte. La ruse a fonctionné au-delà de toute espérance. La rive ouest est, pour l'instant, dégagée. Mais ne criez pas victoire trop vite. Le plus dur reste à faire, car il n'y a toujours pas de pont. Le fleuve Bérésina, à cet endroit, mesure une centaine de mètres de large. Le courant est violent. L'eau est un mélange mortel de boue liquide et de blocs de glace tranchants comme du verre. La température de l'air avoisine les moins 20 degrés. Celle de l'eau est juste au-dessus du point de congélation. Aucune armée moderne ne peut traverser un tel obstacle sans équipement lourd.
et la Grande Armée a brûlé ses équipements de pontonniers des semaines plus tôt, lors de la retraite, pour alléger les convois. Ils n'ont plus de pontons, ils n'ont plus d'outils, ils n'ont plus de clous, ils n'ont rien. C'est ici que l'histoire quitte le domaine de la stratégie pour entrer dans celui de la mythologie. C'est ici que le génie de Napoléon s'efface pour laisser place à l'héroïsme brut, sauvage, de quelques centaines d'hommes. Il faut construire 2 ponts, un pour l'infanterie, un pour l'artillerie et les chariots. Sans ces ponts, la ruse de Napoléon ne servira à rien. L'armée sera coincée sur la rive, le dos au mur, attendant que les Russes réalisent leur erreur et reviennent les massacrer. L'homme qui s'avance, alors ne porte pas de couronne. Ce n'est pas un maréchal couvert d'or. C'est le général Jean-Baptiste Éblé, le commandant des pontonniers. C'est un homme dur, un technicien, respecté de ses soldats comme un père. Il a accompli un premier miracle secret. Contre les ordres formels de tout brûler, il a conservé 6 fourgons d'outils, de clous et de fer. Il les a cachés, protégés, transportés sur des milliers de kilomètres, sentant qu'un jour, la survie de l'armée en dépendrait. Ce jour est arrivé. Mais les outils ne suffisent pas. Il faut du bois. Il faut détruire les maisons du village de Studianka pour récupérer des poutres. Et surtout, il faut des hommes pour aller dans l'eau. Éblé rassemble ses pontonniers. Ils sont 400. Ce sont des Hollandais pour la plupart, intégrés à l'armée française, des géants habitués aux canaux et à l'eau. Éblé ne leur ment pas. Il ne leur promet pas de médailles. Il ne leur promet pas de richesses. Il regarde le fleuve noir, chargé de glace, et il leur dit la vérité. Ce qu'il leur demande, c'est de se suicider pour sauver l'armée. Entrer dans cette eau, c'est la mort assurée. L'hypothermie tuera les plus faibles en quelques minutes. La fatigue achèvera les autres. Les 400 hommes regardent leur général. Ils regardent l'empereur qui attend, anxieux, sur la rive. Ils regardent leurs camarades, blessés et affamés, qui comptent sur eux. Et dans un même mouvement, sans une plainte, sans un murmure de révolte, ils s'avancent vers la rive. Ils saisissent les haches, les cordes, les poutres. Le premier homme entre dans l'eau. Le choc thermique est atroce. Le froid saisit les poumons, coupe la respiration. Mais il avance, puis un deuxième, puis 10, puis 100. Il s'enfonce dans la boue glacée, jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules. Ils doivent planter les chevalets du pont, au fond du lit du fleuve. Imaginez travailler avec des outils lourds, tout en étant immergé dans un congélateur liquide, luttant contre le courant qui cherche à vous emporter, et repoussant des blocs de glace de plusieurs tonnes qui menacent de vous briser les os à chaque instant. C'est une scène qui dépasse l'entendement. Sur la rive, l'armée retient son souffle. Dans l'eau, les pontonniers ne sont plus des hommes, ce sont des titans. Ils ne parlent pas, ils agissent. Les visages sont bleus, les dents claquent à se briser, mais les bras frappent, clouent, attachent. Le général Éblé est avec eux. Il ne reste pas au sec à donner des ordres. Il est là, encourageant ses enfants, leur passant du vin, pour tenter de réchauffer leur corps transi. Mais le vin ne suffit pas contre la morsure de la Bérésina. Bientôt, les premiers corps flottent. Des hommes s'effondrent, le cœur arrêté par le froid. Ils sont emportés par le courant, disparaissant sous la glace. Leurs camarades ne s'arrêtent pas. Ils continuent de construire, marchant littéralement à côté des cadavres de leurs frères. C'est une course contre la montre, une course contre la mort. Pendant toute la journée du 26 novembre, ils luttent. Un premier pont émerge, une structure frêle, tremblante, mais qui tient debout. Puis le deuxième,
C'est un miracle d'ingénierie payé au prix fort. Sur les 400 pontonniers qui sont entrés dans l'eau ce jour-là, combien survivront pour revoir la France? Une poignée. La plupart sont morts, là, dans l'anonymat, gelés, épuisés, pour que l'aigle puisse s'envoler. Le passage est ouvert, mais l'ennemi n'est pas aveugle éternellement. Tchitchagov a compris. Il sait qu'il a été dupé. Il hurle de rage. Il fait faire demi-tour à son armée. Il remonte vers le nord à toute vitesse. Et sur la rive est, Wittgenstein arrive aussi. Les mâchoires du piège, qui avaient été écartées par la ruse et le sacrifice, vont se refermer brutalement. La bataille pour la survie ne fait que commencer. Le pont est là, mais il faudra maintenant le défendre avec une fureur que le monde n'a encore jamais vue. L'après-midi du 26 novembre, le corps d'armée du maréchal Oudinot est le premier à franchir le fleuve. Les bottes claquent sur les planches de bois brut, encore humides du sang et de la sueur des pontonniers. Dès qu'il touche la rive ouest, il ne se repose pas. Il se déploie immédiatement en écran défensif pour protéger la tête de pont contre le retour inévitable des Russes. Le lendemain, le 27, c'est au tour de l'empereur. Napoléon traverse avec sa garde. Il marche au milieu de ses vétérans. Son visage est impénétrable, mais ceux qui le connaissent voient le soulagement dans ses yeux gris. Il a échappé à la capture, il est passé, mais l'armée est coupée en deux. Une partie est sauvée sur la rive ouest, mais des dizaines de milliers d'hommes, de civils, de blessés et de bagages sont encore bloqués sur la rive est, attendant leur tour, dans un désordre indescriptible. Et c'est là que l'enfer se déchaîne. Le 28 novembre, à l'aube, la tempête éclate simultanément sur les deux rives. C'est une bataille double, symétrique, cauchemardesque. Sur la rive ouest, celle de la sécurité. Tchitchagov est revenu. Il lance ses 30 000 hommes à l'assaut des troupes françaises qui viennent de traverser. Il veut repousser les Français dans le fleuve, les noyer sous le poids de leurs propres camarades. Sur la rive est celle du danger. Le général Wittgenstein arrive enfin au contact. Il attaque l'arrière-garde française avec une violence inouïe pour écraser ceux qui n'ont pas encore passé les ponts. Au milieu, les deux ponts fragiles sont les seules artères de vie. Ils vibrent sous les explosions. Les boulets russes commencent à tomber dans l'eau, soulevant des geysers de glace et de boue, fracassant les planches, déchiquetant les colonnes de fuyards. C'est sur la rive ouest que se joue l'acte le plus glorieux. Le maréchal Ney, le brave des braves, prend le commandement. Oudinot est blessé, évacué. Ney se retrouve seul face à la marée russe. Il a sous ses ordres une troupe hétéroclite, des Polonais, des Français, des Suisses, des Croates. Des hommes épuisés qui ont marché 2000 kilomètres, mais Ney est transcendé. On raconte qu'il est partout à la fois. Son cheval est tué sous lui. Il se relève, prend un fusil de fantassin et continue à pied, le visage noir de poudre, hurlant ses ordres au milieu de la mitraille. Il ne se bat pas comme un général, il se bat comme un dieu de la guerre. Il galvanise ses hommes, il leur insuffle une énergie surnaturelle. C'est ici que s'écrit la légende des cuirassiers de Doumerc. Alors que l'infanterie russe avance, en masse compacte, sûre de sa victoire, une trompette sonne. De la lisière d'un bois enneigé surgissent des cavaliers en armure d'acier. Ce sont les cuirassiers. Ils sont moins nombreux, leurs chevaux sont squelettiques, mais leur charge est foudroyante. Ils percutent les lignes russes avec la violence d'un train de marchandises. Les sabres lourds s'abattent. Les carrés d'infanterie russe, surpris par cette attaque suicide, volent en éclats.
C'est un massacre. Les Russes paniquent. Ils ne comprennent pas comment ces fantômes français trouvent encore la force de charger avec une telle férocité. Doumerc et ses cavaliers sabrent 2000 ennemis en quelques minutes, brisant net l'offensive de Tchitchagov. Pendant ce temps, un peu plus loin dans la forêt, se joue un drame silencieux et terrible. La division suisse du général Merle. Ils sont 12 000 au début de la campagne. Ils ne sont plus que 1300 ce matin-là. Ils ont pour mission de tenir la position dans les bois, coûte que coûte, pour empêcher les Russes de contourner Ney. Et ils vont tenir. Les Suisses ne reculent pas. Ils n'ont plus de munitions. Ils chargent à la baïonnette. Ils se battent au corps à corps, dans la neige teintée de rouge. Ils chantent leurs hymnes nationaux en mourant. À la fin de la journée, il ne restera que 300 survivants sur les 1300. Mais la ligne a tenu. Les Russes ne sont pas passés. C'est le sacrifice absolu pour l'honneur du serment d'Onos. Fidélité et honneur, la devise suisse, n'a jamais été aussi vraie que dans les neiges de la Bérésina. Sur la rive est, la situation est encore plus tragique. Le maréchal Victor commande le 9e corps. C'est l'arrière-garde de l'arrière-garde, sa mission, se faire tuer sur place pour gagner du temps. Il doit retenir l'armée de Wittgenstein le plus longtemps possible pour permettre aux traînards et aux convois de passer les ponts. Victor fait face à des forces 3 fois supérieures. Ces hommes se battent avec le désespoir des condamnés. C'est une boucherie. Les canons russes tirent maintenant directement dans la foule amassée près des ponts. C'est la panique absolue. Des milliers de civils, de femmes, d'enfants qui accompagnaient l'armée se ruent vers les ponts dans une bousculade mortelle. Des voitures s'écrasent, bloquent le passage. Des gens sont piétinés, poussés dans l'eau glacée. C'est l'apocalypse. Mais au milieu de cette horreur, la ligne de Victor tient bon jusqu'à la nuit. Contre toute attente, contre toute logique, les soldats français repoussent les assauts russes, vague après vague. Ils offrent à l'armée une nuit de plus, une nuit précieuse. Le soir du 28 novembre, le calme retombe un peu. La plupart des unités combattantes sont passées. L'empereur est sauvé. L'élite de l'armée est sauvée. Mais sur la rive est, il reste encore des milliers de retardataires, des blessés incapables de marcher, des civils terrorisés qui refusent de quitter la chaleur relative de leur feu de camp pour affronter le froid du pont. Le général Eblé, le héros des ponts, reçoit alors l'ordre le plus difficile de sa vie. Il doit détruire son œuvre. Le 29 novembre, à 8h30 du matin, alors que les avant-gardes russes apparaissent à l'horizon, prêtes à s'emparer des ponts et à poursuivre l'armée, Eblé met le feu. Les flammes s'élèvent, dévorant le bois que ces hommes ont payé de leur vie. C'est le signal de la fin. Ceux qui sont restés sur la rive et sont condamnés. Les cris de désespoir qui s'élèvent de l'autre côté du fleuve alors que les Cosaques s'abattent sur la foule sans défense, hanteront les survivants jusqu'à leur dernier souffle. C'est cette image, cette fin tragique des traînards, qui donnera naissance à l'expression « c'est la Bérésina ». Mais si l'on regarde froidement les faits militaires, si l'on ignore l'horreur humanitaire pour se concentrer sur l'objectif stratégique, le bilan est stupéfiant. Napoléon était encerclé par 3 armées, totalisant plus de 120 000 hommes. Il n'en avait que 40 000 en état de combattre. Il était adossé à un fleuve infranchissable. Il devait être anéanti. Et pourtant, il est là, sur la rive ouest. Il a forcé le passage. Il a infligé des pertes sévères à l'ennemi. Les Russes ont perdu près de 10 000 hommes dans ces combats, autant que les Français. Il a sauvé son état-major, sa garde, ses maréchaux et le noyau dur de ses troupes.
Il a réussi l'exfiltration la plus audacieuse de l'histoire. Les Russes ont échoué. Kutuzov, Tchitchagov et Wittgenstein, avec la victoire finale au bout des doigts. Et ils l'ont laissé filer. Ils n'ont capturé que des traînards et des cadavres. Le lion s'est échappé du filet. La retraite continue, certes. Le froid va encore tuer des milliers d'hommes dans les jours qui suivent. La souffrance n'est pas terminée. Mais l'honneur est sauf. L'armée française ne s'est pas rendue. Elle n'a pas été vaincue sur le champ de bataille. Elle a vaincu les éléments. Elle a vaincu le nombre. Elle a vaincu la fatalité. Ce qui s'est passé sur les rives de la Bérésina n'est pas une défaite. C'est une victoire de la volonté humaine. C'est la preuve que même au fond du gouffre, quand le corps lâche, quand l'espoir semble mort, l'esprit du soldat peut accomplir des miracles. C'est l'héritage de ces 400 pontonniers qui ont donné leur vie pour que les autres puissent vivre. C'est l'héritage de Ney, le lion rouge, chargeant sabre au clair. C'est l'héritage de ces Suisses mourant en chantant. Alors, pourquoi cette mémoire a-t-elle été souillée? Pourquoi avons-nous transformé cet exploit en synonyme de honte? Peut-être parce que la douleur des pertes a éclipsé la gloire de la manœuvre. Peut-être parce que les images des mourants, abandonnés sur la rive, aient été trop insoutenables. Ou peut-être parce que l'histoire est parfois ingrate envers ceux qui perdent la guerre, même s'ils gagnent les batailles les plus impossibles. Mais aujourd'hui, nous rétablissons la vérité. La Bérésina est une leçon brutale, sanglante, glaciale. Elle nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas seulement aux victoires faciles, sous le soleil d'été, quand tout va bien. La véritable grandeur, celle qui forge les légendes, se révèle dans l'adversité la plus totale. C'est facile d'être brave quand on est fort, mais être brave quand on est mourant, quand on est gelé, quand on est traqué, c'est cela le véritable héroïsme. Les hommes de la grande armée n'étaient pas des surhommes. Ils avaient peur, ils avaient froid, ils pleuraient, mais ils ont fait ce qui devait être fait. Ils ont construit des ponts sur l'impossible, et cet héritage coule dans nos veines. C'est un héritage de fer, trempé dans les eaux noires de la Bérésina. Regardez ces visages, sur les gravures, sur les tableaux. Ne voyez pas des victimes, voyez des géants. Le général Eblé est mort d'épuisement quelques semaines plus tard à Königsberg. Il n'a jamais revu sa patrie, mais grâce à lui, des milliers d'autres l'ont revu. Il est le sauveur silencieux de l'Empire. Et Napoléon, il a perdu sa grande armée en Russie, c'est vrai. Mais à la Bérésina, il a prouvé une dernière fois au monde qu'il restait le maître incontesté de la manœuvre. Même avec une main liée dans le dos, même les yeux bandés, il a su trouver la faille. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « c'est la Bérésina » pour se plaindre d'un petit problème du quotidien, ou pour parler d'un échec lamentable, souvenez-vous. Souvenez-vous de la glace, souvenez-vous du feu, et corrigez-les. Dites-leur que la Bérésina, c'est le moment où la France, à genoux, s'est relevée pour frapper une dernière fois ceux qui voulaient l'enchaîner. C'est une histoire de fierté, une fierté qui ne doit jamais s'éteindre, car tant qu'il y aura des hommes prêts à construire des ponts dans l'enfer pour sauver leurs frères, l'esprit de la grande armée ne mourra jamais. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, si vous pensez que le général Eblé et ses pontonniers méritent d'être plus que des notes de bas de page dans les livres d'histoire, alors faites un geste simple, abonnez-vous, rejoignez l'héritage de fer. Nous avons encore tant de mythes à briser, tant de légendes à raviver. Et dites-moi dans les commentaires, quel autre héros oublié, quel autre sacrifice méconnu de notre histoire devrions-nous sortir de l'ombre? La parole est à vous. L'histoire s'écrit ensemble.
Mais cette épopée ne s'arrête pas aux cendres fumantes des ponts. Pour saisir la véritable dimension de ce triomphe, il ne suffit pas de regarder les Français survivre, il faut regarder les Russes échouer, il faut comprendre comment. Une machine de guerre, aussi gigantesque que l'armée du tsar, bénéficiant de tous les avantages possibles, s'est effondrée face à la volonté de fer de la grande armée. C'est ici que le mythe de la puissance russe, invincible, s'effrite pour révéler une réalité faite d'hésitation, de peur et d'incompétence. Dans les jours qui suivent la bataille, une onde de choc traverse la Russie. À Saint-Pétersbourg, la nouvelle tombe comme un couperet. Napoléon a échappé au piège. La colère du tsar Alexandre est terrible. Il avait déjà préparé les célébrations. Il s'imaginait déjà paradant avec l'empereur des Français, enchaîné. Au lieu de cela, ces trois amiraux et généraux se rejettent la faute comme des écoliers pris en faute. L'amiral Tchitchagov, celui qui s'est fait duper par la fausse manœuvre de Napoléon, devient la risée de toute la Russie. On raconte une anecdote cruelle mais révélatrice. Le vieux fabuliste Krylov écrit une fable cinglante sur un brochet qui voulait chasser les souris sur terre, se moquant ouvertement de l'amiral, qui pensait pouvoir battre le plus grand stratège terrestre de l'histoire. Tchitchagov ne s'en remettra jamais. Il est l'homme qui avait les clés de la cage et qui a laissé le lion sortir. Mais le plus grand coupable, c'est la peur. Une peur viscérale, superstitieuse, que Napoléon inspirait encore à ses ennemis. Le général Koutouzov, le commandant en chef russe, est resté étrangement passif pendant la bataille. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait qu'affronter Napoléon, même un Napoléon blessé, c'était risquer l'anéantissement. Il a préféré laisser le climat faire le travail, plutôt que d'oser croiser le fer directement avec la garde impériale. C'est un aveu de faiblesse éclatant. La grande armée, même réduite à l'état de squelette, projetait une ombre si terrifiante que 120 000 Russes n'ont pas osé porter le coup de grâce. Cependant, pour les survivants français qui ont franchi la Bérésina, le calvaire est loin d'être terminé. Si la bataille militaire est gagnée, la bataille contre la nature entre dans sa phase la plus cruelle. Le thermomètre chute encore, -30, -35, parfois frôlant les -40 degrés. À ces températures, la réalité physique change. Le métal des fusils colle à la peau et arrache la chair si on le touche à main nue. Le vin gèle dans les tonneaux et doit être cassé à la hache pour être sucé comme des glaçons. Les hommes qui s'arrêtent pour dormir ne se réveillent jamais. Le sommeil est une mort douce et insidieuse. C'est dans cette marche funèbre vers Vilnius, après le passage du fleuve, que la trempe des hommes se révèle une nouvelle fois. La discipline collective a disparu, mais elle a été remplacée par une solidarité de petits groupes, des familles de soldats qui se serrent les coudes pour survivre. Parmi ces figures de légende qui continuent de lutter, il y a un homme qui incarne à lui seul l'humanité au milieu de la barbarie. Le baron Dominique-Jean Larrey, le chirurgien en chef de la garde. Larrey est un saint laïque. Pendant la traversée de la Bérésina, il a opéré sans relâche, en plein air, sous la neige, amputant des membres gelés ou fracassés par la mitraille en quelques secondes pour sauver des vies. On raconte que les soldats, même les plus endurcis, avaient tant de respect pour lui que, lors de la bousculade tragique sur les ponts, ils l'ont soulevé au-dessus de leur tête, le passant de main en main pour qu'il puisse traverser en sécurité. Ils savaient que tant que Larry vivait, l'espoir de survie existait. Après le passage, il continue, sans instrument, sans médicaments, réchauffant parfois ses patients avec son propre corps. C'est cela aussi,
l'héritage de cette campagne, la science et l'humanisme qui refusent de céder face à la sauvagerie. Et puis, il y a la fin de la route, la frontière, le fleuve Niémen. Si la Bérésina était le point culminant dramatique, le Niémen est la conclusion symbolique. Nous sommes à la mi-décembre. Les débris de l'armée atteignent enfin la sortie de l'enfer russe. Et là encore, une image se détache, une image d'une puissance cinématographique inouïe. L'arrière-garde, toujours elle. Le maréchal Ney, celui que Napoléon a surnommé le brave des braves, n'a pas quitté son poste. Depuis la Bérésina, il combat tous les jours. Il commande une poignée d'hommes, parfois moins de 50, repoussant inlassablement les Cosaques qui harcèlent la colonne comme des loups. Ney ne se bat plus pour la victoire, il se bat pour le principe. Il refuse que l'ennemi puisse dire « Nous les avons chassés le dos tourné ». On raconte qu'à Kovno, à la frontière, Ney est le dernier Français à quitter le sol russe. Il est seul, ou presque. Il tient un rempart, un fusil à la main. Il tire ses dernières cartouches. Les Russes n'osent pas approcher ce démon roux qui semble immortel. Quand il n'a plus de munitions, il jette son arme dans le fleuve, se tourne vers l'est, lance un dernier regard de défi à l'immensité blanche qui a avalé ses camarades et traverse le pont. Il entre dans une auberge en Prusse, le visage noir de poudre, les vêtements brûlés et déchirés, méconnaissables. Les officiers présents, qui mangent leur soupe, le regardent avec effroi, prenant ce vagabond pour un fou. L'un d'eux lui demande « Qui êtes-vous » L'homme se redresse, et d'une voix qui porte encore le fracas des canons de la Bérésina, il répond « Je suis l'arrière-garde de la Grande Armée. Je suis le maréchal Ney. » C'est cet esprit-là qui transforme une défaite stratégique en une victoire morale, éternelle. Car il faut bien comprendre ce que signifie cette survie. Au début du XIXe siècle, perdre 80% de ses effectifs signifie la disparition pure et simple d'une force militaire. L'armée devrait cesser d'exister. Elle devrait se dissoudre, les hommes devraient se disperser, se rendre, trahir, mais la Grande Armée ne s'est pas dissoute. Le noyau dur a tenu. Les aigles ont été brûlés, pas rendus. Les cadres sont rentrés. Quelques mois plus tard seulement, au printemps 1813, ces mêmes hommes, ces survivants de la glace, seront de retour sur les champs de bataille d'Allemagne. Napoléon, grâce à ce noyau de vétérans sauvés à la Bérésina, va lever une nouvelle armée et remporter les victoires de Lutzen et de Bautzen. C'est impensable. C'est comme si des morts sortaient de leur tombe pour combattre à nouveau. Si la Bérésina avait été la catastrophe absolue que décrivent nos manuels scolaires défaitistes, l'Empire se serait effondré en décembre 1812. Napoléon aurait été capturé. La guerre aurait été finie. Or, l'Empire a tenu 2 ans de plus. Il a fallu que toute l'Europe se coalise une nouvelle fois pour venir à bout de cette volonté. Tout cela a été rendu possible parce qu'au bord de ce fleuve noir, des hommes ont refusé de mourir. Analysez les chiffres froidement. Les Russes ont perdu la campagne de 1812 sur le plan tactique à la toute fin. Leur objectif était l'anéantissement total de Napoléon. Objectif non atteint. Koutouzov a échoué. Le général Hiver a fait 92% du travail, mais l'armée russe, en tant qu'outil militaire, s'est montrée incapable de fermer le cercueil. C'est une leçon brutale sur la différence entre la force brute et la force morale. La force brute, c'étaient les canons de Tchitchagov. La force morale, c'étaient les mains nues des pontonniers déblés. Et ce jour-là, ce sont les mains nues qui ont gagné. Il est temps de se poser la question. À qui profite le mythe de la Bérésina des astres? Il profite à ceux qui veulent voir la France petite.
à ceux qui veulent oublier que ce pays a produit des générations de géants capables de marcher sur l'eau. Les historiens anglais, prussiens, russes ont écrit l'histoire à leur manière. Ils ont chanté leur triomphe. C'est de bonne guerre. Mais nous, Français, pourquoi avons-nous accepté leur version? Pourquoi avons-nous adopté le vocabulaire de nos ennemis? Quand nous disons « c'est la Bérésina », nous insultons la mémoire de ceux qui ont transformé l'impossible en possible. Nous devrions dire « c'est une Bérésina » pour qualifier une situation désespérée dont on se sort par un coup de génie et un courage surhumain. Voilà le véritable sens de ce mot. Et il y a un dernier secret, une dernière dimension à cette histoire que l'on oublie souvent. C'est l'impact de cet événement sur l'âme nationale. Ces soldats rentrés de Russie n'étaient plus les mêmes. Ils portaient en eux un silence lourd. Ils avaient vu les limites de l'expérience humaine. Ils avaient vu ce que l'homme est capable de faire à l'homme pour un morceau de cheval cru, mais ils avaient aussi vu ce que l'homme est capable de donner pour sauver son camarade. Cette fraternité du sang et de la glace a forgé une caste à part. Les grognards ne grognaient pas pour rien. Ils grognaient parce qu'ils savaient qu'ils appartenaient à une race de guerriers que le monde moderne ne verrait plus jamais. Alors, comment conclure cette plongée dans l'histoire? Que devons-nous retenir, nous, héritiers de ce passé de fer? Nous devons retenir que la défaite n'est pas une question de circonstances, mais une question de choix. Tant que vous refusez de plier le genou, tant que vous cherchez une issue, tant que votre volonté reste intacte, vous n'êtes pas vaincu. Les 3 armées russes n'ont pas réussi à briser l'âme française. Le froid polaire n'a pas réussi. La faim n'a pas réussi. La Bérésina, et c'est le phare qui doit nous guider dans nos heures les plus sombres. Elle nous rappelle que la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est au bord du précipice. C'est dans notre ADN. C'est une constante historique. De Jeanne d'Arc à la Marne, en passant par les pontonniers du général Éblé, le génie français est un génie de la résistance, du sursaut, de l'improvisation sublime face à la mort. Les eaux du fleuve ont depuis longtemps emporté les corps. Les ponts de bois sont devenus poussière et limon. Mais l'écho de leur courage résonne encore pour qui sait écouter. Il résonne dans notre langue, dans notre culture, dans notre fierté silencieuse. Ne laissez plus jamais personne vous dire que votre histoire est une suite de défaites ou de renoncements. Votre histoire est une épopée de titans qui ont marché là où personne d'autre n'aurait osé poser le pied. Aujourd'hui, nous n'avons plus de pont à construire dans l'eau glacée sous le feu des canons. Nos batailles sont différentes, plus insidieuses, mais l'esprit doit rester le même. Face à l'adversité, quel que soit votre combat personnel, soyez des Séblés, soyez des Ney. Ne subissez pas le destin, forcez-le. Construisez votre passage, c'est cela, le véritable héritage de fer. Si cette vision de notre histoire vous parle, si vous refusez l'oubli et la honte pour embrasser cette grandeur, alors ne restez pas simple spectateur. Vous pouvez soutenir concrètement ce travail de mémoire et nous aider à produire ces documentaires en rejoignant le cercle de nos soutiens fidèles via le bouton « Rejoindre » ou en devenant sponsor de la chaîne. C'est grâce à votre force que nous pouvons continuer à mener cette bataille culturelle et rétablir la vérité historique vidéo après vidéo. Et avant de nous quitter, le débat est ouvert. Selon vous, quel autre moment de l'histoire de France a été injustement sali par la propagande étrangère ou par notre propre oubli? Quel autre mythe devons-nous déconstruire? Écrivez-le en commentaire, nous lirons tout. Relevez la tête, l'histoire est de notre côté.